Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la lumière, des bienfaits sur la santé. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et je vous encourage à en consulter un si vous avez des questions. Vous allez trouver plusieurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui et d'autres dans mes livres, notamment dans mon livre Lève-toi et marche et aussi dans mon livre Va prendre l'air. Il est question notamment de la respiration. Je vous parle de la mélatonine, ce qu'on ne dit jamais ou presque jamais sur la mélatonine, liée au sommeil, liée à l'avancée en âge. La mélatonine, on ne parlait pas de ça il y a 20 ans. En tout cas, on n'en parlait pas à ce point-là il y a 20 ans. On en parle maintenant beaucoup. Et j'ai lu beaucoup d'articles sur la mélatonine, des nouvelles données scientifiques. Parfois, j'ai l'impression que ça manque un peu d'objectivité. Et j'ai lu récemment un article qui est fort intéressant que je vous propose. C'est en anglais, c'est un article scientifique, mais qui se lit bien, qui est en accès libre. Alors, ça peut être intéressant et ce sera ma référence pour la plupart des affirmations que je vais vous présenter aujourd'hui. La mélatonine est sécrétée par la glande pinéale. C'est le petit point rouge que vous voyez plus ou moins au centre du cerveau. Alors oui, on peut se procurer de la mélatonine. J'ai des proches qui se font prescrire de la mélatonine, mais à qui on n'a jamais vraiment parlé que le corps en sécrète aussi en passant. Alors il y a des gens qui veulent vous en vendre de la mélatonine et il y a votre corps qui aimerait bien en sécréter. Je sais que je simplifie un peu. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre de la mélatonine parce qu'elle est impliquée dans vraiment plusieurs contextes et problèmes de santé. Aujourd'hui, on va parler principalement du cycle veille-sommeil. Donc, la mélatonine, elle est d'abord produite par votre corps, synthétisée, donc produite et libérée par la glande pinéale. À quel moment et par quoi la sécrétion est-elle déclenchée? Alors là, on sait que c'est la glande pinéale, mais la mélatonine, elle est sécrétée la nuit. Mais le jour, la lumière bloque la sécrétion de mélatonine. La lumière frappe notre rétine, il y a des cellules qui transfèrent la lumière en information au cerveau et la glande pinéale va cesser cette sécrétion de mélatonine. Lorsque la lumière cesse, donc lorsqu'on est dans la noirceur, dans l'obscurité, là, le corps va sécréter de la mélatonine. Alors, la lumière inhibe la sécrétion de mélatonine. Et c'est étroitement lié à notre horloge biologique qui détermine le cycle de beaucoup de choses, notamment le cycle veille-sommeil. Alors, la synthèse et la libération de la mélatonine sont sous le contrôle inhibiteur, ce que je vous expliquais, de l'horloge biologique qui reçoit l'apport de lumière des cellules à mélanopsine. Les cellules mélanopsine, c'est les cellules qui captent la lumière. C'est grâce à elles que le cerveau sait qu'il y a de la lumière. Alors, le jour, la mélatonine, pour autant qu'on est exposé à la lumière et que notre cerveau fonctionne bien et que tout ça fonctionne bien, la mélatonine, elle n'est pas sécrétée. Et donc, la synthèse et la libération de la mélatonine sont sous le contrôle inhibiteur de l'horloge biologique. C'est ce que je viens de vous lire, mais je voulais vous mettre une illustration. Alors, on voit l'horloge biologique qui est au centre. On voit l'hypothalamus et il y a la glande pinéale qui est tout juste derrière, évidemment, pas très très loin. Alors ça, c'est les éléments anatomique, et on a le chiasma optique, les nerfs optiques qui sont tout près de l'horloge biologique. Je le remets là parce que ça nous montre à quel point la vision et ces cellules à mélanopsine sont étroitement liées à l'horloge biologique et à la sécrétion de mélatonine par la glande pinéale. Alors, la synthèse et la libération, disons que c'est la même chose pour simplifier, là, que ça se passe en même temps, de la mélatonine. La lumière vive supprime la sécrétion de la mélatonine, comme je vous disais. Elle augmente la sécrétion de mélatonine en début de soirée et elle est maximale aux premières heures de la nuit. Alors, quand on commence à s'endormir un peu en fin de soirée, c'est probablement parce que votre taux de mélatonine augmente. Et là, je vous parle de la mélatonine qui est sécrétée par votre corps. Et elle tombe à des niveaux pratiquement indétectables tôt le matin et pendant la journée. Pourquoi?
parce qu'on est exposé à la lumière. Maintenant, et là ça devient, à mon sens, encore plus intéressant, parce que lorsqu'on parle de mélatonine, lorsqu'on la prescrit, lorsqu'on la prend en vente libre, et là vous êtes un peu partout dans la francophonie, et d'un pays à l'autre ça change, vous allez voir. Mais donc, on le prend parfois dans un contexte d'avancée en âge. Si on a 50, 60, 70, 80, on a maintenant 80, on a pris de la mélatonine depuis 5-10 ans. C'est un phénomène relativement nouveau qu'on en prend à ce point-là. Ici, on a 90 ans et on en prend depuis 60 ans. Il y a des questions quand même à se poser. Alors, lié avec l'avancée en âge, il existe maintenant de plus en plus de preuves d'un déclin naturel du pic de sécrétion de la mélatonine avec l'âge. En d'autres mots, lorsque j'avance en âge, à partir de 60, 70, 80, je sécrète moins de mélatonine et tout ça varie d'une personne à l'autre. Et des symptômes d'insomnie sont signalés chez environ 50% des personnes de plus de 60 ans aux États-Unis, avec des taux de troubles de l'insomnie diagnostiqués, donc le médecin a vu la personne, entre 12 et 20%. Alors, vous voyez comment les problèmes de sommeil touchent l'ensemble de la société. Ce n'est pas juste une question d'âge, mais avec l'avancée en âge, ces problèmes sont de plus en plus prévalents. Il y a eu aussi, je pense qu'on peut dire, un abus, en tout cas ici au Québec, d'utilisation de différents types de somnifères comme les benzodiazépines. Il y a un site qui s'appelle Choisir avec soin. Je vous conseille d'aller visiter ce site web-là. Vous allez le trouver facilement. Il y a vraiment beaucoup d'informations. On sensibilise en fait la population sur cette surutilisation des benzodiazépines notamment, mais je simplifie en parlant de somnifères. Alors, comme il y a beaucoup de problèmes de sommeil, on fait quoi? Et il y a un autre courant qui naît, c'est la prescription de la mélatonine, où parfois on peut se la procurer en vente libre. Alors, il y a un enjeu là, sachant que les problèmes d'insomnie sont présents. Malheureusement, chez des personnes qui souffrent d'insomnie et qui consultent des professionnels de la santé, de mon expérience à moi, en tout cas, je n'ai pas vu d'études qui ont mesuré tout ça, mais on ne parle pratiquement jamais du cycle veille-sommeil, de l'exposition à la lumière, des avantages de la lumière, de la régularité des repas, de l'exposition à la télévision pendant 3 heures avant d'aller dormir et ensuite on ne comprend pas pourquoi les gens ont de la difficulté à dormir quand on sait qu'avec l'avancée en âge, on produit moins de mélatonine. Alors, il y a vraiment des questions à se poser, mais l'enjeu est vraiment de taille et particulièrement lié à l'avancée en âge et l'article que je vous présente aujourd'hui s'est intéressé à ça. Alors, lorsqu'elle est prescrite comme somnifère, la mélatonine est généralement prise 30 minutes avant le coucher et est disponible j'ai traduit comme ça, et encore une fois, d'un pays à l'autre, ce n'est pas les mêmes termes, mais en libération immédiate, vous prenez la mélatonine, vous en profitez tout de suite, libération lente ou libération combinée, mais je pense que vous comprenez l'essentiel de mes termes, j'ai mis ça comme ça. Donc, 30 minutes. Ça, c'est les recommandations qu'on donne généralement. Est-ce efficace? La question se pose parce qu'on en prescrit de plus en plus, on en achète de plus en plus. Vous habitez peut-être dans un pays où vous avez accès à de la mélatonine facilement sur les tablettes, comme on dit ici. Peut-être que vous avez acheté de la mélatonine sur le web, ne sachant pas vraiment d'où ça vient. Est-ce que ça a été inspecté par une instance X de santé? Alors, est-ce efficace? Alors, je me réfère toujours à la même étude. Des études chez l'adulte ont montré que la mélatonine exogène, donc la mélatonine qu'on se procure, pas la mélatonine qu'on produit, parce qu'elle est importante, cette mélatonine qu'on produit, donc avait une efficacité modeste dans l'insomnie primaire. Une augmentation du temps de sommeil total de 12 minutes. C'est mieux que rien, 12 minutes, mais c'est vraiment léger. Si il me manque 3 heures de sommeil, parce que je fais de l'insomnie, j'ai 12 minutes de plus en moyenne, et une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. C'est vraiment très, très faible, une réduction du temps d'endormissement de 4 minutes. Je pense qu'on doit transmettre ces informations sur l'efficacité de la mélatonine exogène, en celle qu'on se procure, celle qu'on va consommer, plutôt que celle que notre corps produit. Autre affirmation, la mélatonine est notamment prescrite pour aider au sevrage des somnifères, bien qu'une revue systématique ait révélé une efficacité minimale. Donc, ce n'est pas très efficace de prendre de la mélatonine pour se sevrer d'un somnifère, par exemple des benzodiazépines.
autre affirmation. Et ça, c'est important. Et je serais curieux de vous m'indiquer, parce que vous êtes partout, j'ai dit dans la francophonie, mais partout sur la planète. Chez vous, dans votre pays, pouvez-vous vous procurer de la mélatonine? Est-ce que c'est en vente libre ou pas? Et c'est quand même assez étonnant de voir, je vais vous donner quelques exemples, de voir à quel point qu'il y a des différences d'un pays à l'autre sur l'accès à tout ça. C'est pas juste l'accès. Aux États-Unis, c'est considéré comme un complément alimentaire depuis 1994. Et en considérant la mélatonine comme un complément alimentaire, ben, la régulation, les inspections, bon, tout ça se font pas de la même façon que si c'était un médicament. C'est pas un détail, c'est quelque chose de majeur, c'est considéré comme un complément alimentaire. Dans certains pays européens, pour simplifier, et en Australie, c'est considéré comme un médicament, mais selon des doses inférieures à un certain seuil qui varie d'un pays à l'autre, ça peut être disponible sans ordonnance. Alors, on voit ça comme un médicament, mais selon certains seuils, on a besoin d'une ordonnance ou pas. Alors, si on continue, l'accès à la mélatonine, d'autres pays européens, compléments alimentaires ou médicaments selon la dose. Alors là aussi, c'est pas tout à fait pareil. Et au Royaume-Uni, c'est considéré comme un médicament et on n'a pas accès en vente libre, on a seulement accès sur prescription. C'est quand même étrange que des pays qui ont des systèmes de santé qui se ressemblent un peu, ben, vont considérer la mélatonine comme un complément alimentaire ou un médicament avec toutes les normes, par exemple, de qualité qui sont différentes. Si c'est un médicament, un complément alimentaire, et au Japon, ben, ce n'est pas approuvé comme produit pharmaceutique, point. Alors, il y a vraiment des grandes différences et on peut se poser la question pourquoi il y a des si grandes différences, pourquoi dans certains cas, dans plein de cas de médicaments, il y a quand même une certaine uniformité. Là, il y a des différences énormes. Maintenant, est-ce que c'est populaire la mélatonine? La prévalence de l'utilisation de la mélatonine aux États-Unis, chez les personnes de 65 ans ou plus, a plus que triplé entre 1999 en 2018 et la tendance est similaire. En fait, il y a une tendance qui est similaire qui se dessine au Royaume-Uni. Triplé dans un laps de temps assez long, mais ça a quand même triplé. Dans les pays où la mélatonine est disponible sous forme de complément alimentaire, il existe un risque d'utilisation inappropriée et un manque de surveillance médicale pour d'éventuels effets indésirables. Il y a beaucoup d'études qui vont affirmer, qui vont démontrer même que prendre de la mélatonine a très peu d'effets indésirables et les quelques effets indésirables sont mineurs, pas très incommodants. Mais on n'a pas beaucoup étudié les effets à long terme, d'une part, et on doit faire la différence aussi entre les pays où c'est considéré comme un complément alimentaire. Alors, c'est beaucoup moins régulé, c'est ce que les auteurs nous disent. Et ne serait-ce qu'aux États-Unis, la mélatonine est utilisée et sera utilisée, parce que ça n'arrêtera pas demain, par des dizaines de millions de personnes. C'est considérable et donc, si on veut mesurer des risques, sans faire trop de statistiques et de mathématiques, il y a des études qui ont été faites sur la mélatonine, mais c'est souvent sur des relativement petits échantillons, considérant qu'il y a autant de personnes qui en consomment de la mélatonine, et donc de petits essais ou de petites études, si vous voulez, peuvent détecter des effets indésirables fréquents. Donc, lorsque les effets, si je prends un médicament et j'ai des nausées, et ça arrive souvent, ben, je n'ai pas besoin de 4 millions de personnes pour faire l'étude pour me rendre compte qu'il y a 10-20% des personnes qui ont un effet indésirable. Je grossis un peu l'exemple, mais vous voyez où je vais en venir. Par contre, lorsqu'on a des grandes populations qui prennent un médicament, ben, de grands essais sont nécessaires ou de grandes études avec beaucoup de participants sont nécessaires pour détecter des effets peu fréquents. Alors, si je donne des chiffres au hasard, mais si j'ai 2 millions de personnes qui prennent un même médicament et j'ai des effets indésirables relativement importants ou graves, mais très peu fréquents, si je n'ai pas assez de personnes dans mon étude, il se peut que je ne les vois pas, ces effets-là, mais qu'ils soient présents. Ici, il y a seulement 40 personnes sur la planète qui prennent le médicament, ben, c'est une chose. Mais s'il y en a des millions, c'est une autre chose. Et ce que les chercheurs affirment, en fait, c'est que dans les pays où la mélatonine est disponible, en fait, c'est la mauvaise diapo. Donc, combiné avec la variation plus élevée de l'absorption présente avec l'avancée en âge, en plus des interactions
médicamenteuses connues et inconnues, il existe une incertitude considérable quant aux concentrations dans le sang. Donc, on n'a d'une part pas suffisamment d'études avec des grandes populations à l'étude pour bien mesurer, pour bien estimer ou documenter, démontrer les effets indésirables peu fréquents, mais en plus, on manque d'études qui ont été réalisées avec des personnes plus âgées parce que l'absorption peut être différente, les interactions avec d'autres médicaments que ces personnes-là prendraient peut être différentes et les différentes concentrations aussi dans le sang. Les endroits, c'est la diapo que j'ai glissé un peu vite sur cette diapo, la précédente, les endroits où, les pays où la mélatonine est considérée comme un complément alimentaire, et c'est peut-être le cas chez vous, mais qu'est-ce qui se retrouve exactement dans ce comprimé-là que vous allez prendre? C'est pas aussi clair que si c'était considéré comme un médicament, et là, on ne parle pas de trucs achetés sur le web. Alors, il y a vraiment du flou pour ce qui est de la mélatonine. Ce que les chercheurs recommandent, la mélatonine doit être donc considérée comme un médicament, quoique relativement sûr, et là j'insiste, l'idée, c'est pas de se dire il faut arrêter tout le monde de prendre la mélatonine, c'est très dangereux, c'est pas du tout ça. Mais les études ne sont pas complètes. On ne connaît pas tout sur la mélatonine, on ne connaît pas beaucoup les effets à long terme et encore moins les effets à long terme dans un contexte d'avancée en âge. Donc les chercheurs disent que ça doit être considéré comme un médicament plutôt qu'un complément alimentaire inoffensif. Alors, si vous prenez de la mélatonine, moi je vous invite à en parler à votre médecin, c'est ça la clé, et lui ou elle et votre pharmacien et eux pourront évaluer votre condition, évaluer des interactions peut-être avec d'autres médicaments, mais peut-être pas, mais la notion de sécurité sera beaucoup plus respectée que si on prend ça soi-même en se disant, c'est un complément alimentaire comme un autre et je n'en parlerai pas nécessairement à mon médecin. Faut définitivement en parler et je ne comprends pas pourquoi on prend de la mélatonine quand on n'a pas sensibilisé la personne aux effets, comme je le disais, de la lumière, de l'exposition à la lumière insuffisante le jour. Si on vit le jour dans des endroits très peu éclairés, peut-être que le cycle veille-sommeil va être perturbé, peut-être que la sécrétion de mélatonine ne sera vraiment pas adéquate en raison d'une luminosité inadéquate et à l'inverse, si on a trop de lumière et trop n'étant pas tant que ça, si on est exposé à un peu trop de lumière le soir, la télévision, les écrans d'ordinateur, la lumière ambiante dans la maison ou l'appartement, peut-être que c'est une des principales causes qui fait en sorte que notre glande pinéale qui sécrète de la mélatonine en sécrète pas suffisamment parce qu'on est exposé un peu trop à la lumière et le cycle veille-sommeil est perturbé. Et donc, si on continue avec quelques recommandations de ces chercheurs, l'Académie américaine de médecine du sommeil déconseille l'utilisation de la mélatonine pour l'endormissement ou l'insomnie chez les adultes. Alors, si vous avez de la difficulté à vous endormir et vous avez décidé de prendre de la mélatonine pour ça, cette Académie américaine ne le recommande pas. Des recherches supplémentaires sur l'innocuité à long terme de la mélatonine en lien avec l'avancée en âge sont justifiées compte tenu de son utilisation généralisée. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui prennent ce médicament ou ce complément alimentaire si on est dans un autre pays. Mais il y a des choses dont on ne parle pas, je trouve, suffisamment sur la mélatonine. La mélatonine qu'on consomme, qu'on achète, la mélatonine exogène, mais surtout la mélatonine qu'on sécrète. Et de s'exposer à la lumière, vous allez trouver sur ma chaîne beaucoup de vidéos qui vous donnent des conseils précis sur la quantité de lumière que vous devriez avoir le jour et la quantité d'obscurité à laquelle vous devriez être exposé la nuit pour vous aider à produire un peu plus de mélatonine la nuit pour vous endormir et cesser d'en sécréter au bon moment le jour pour être réveillé, pour avoir un bon état d'alerte, pour avoir des fonctions cognitives qui sont adéquates et qui feront en sorte que vous aurez aussi une meilleure qualité de vie. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin de plus d'études, surtout sur l'efficacité à long terme, sur les effets indésirables sur des grandes populations et parlez-en à vos professionnels de la santé, notamment votre médecin et votre pharmacien. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de vos questions. J'espère que les informations que je vous ai présentées vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web.
le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi y faire une contribution. Vous allez voir, c'est indiqué. Vous pouvez aussi la faire directement sur YouTube. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Ça m'aide à vous produire l'infolettre, aussi des courriels thématiques auxquels vous pouvez vous abonner gratuitement sur mon site. Alors, vous allez voir le petit onglet contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, sur le web. Vous allez les trouver aussi au Canada. En France, notamment, Lève-toi et marche et va prendre l'air. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces informations-là. N'hésitez pas à les commenter, à me poser des questions. Je les lis toutes. J'essaie de répondre à certaines et je les garde toutes pour de prochaines vidéos. Alors, à bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo.